Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, là j'ai raté, j'ai oublié de dire quelque chose dans la vidéo qui va suivre justement, mais c'est une précision sur une critique que je fais justement sur sur Crypto et les super animaux. Je veux quand même préciser que pour ce film, je vais spoiler là, que au moment où Superman part de Krypton avec Crypto qui le rejoint justement de façon ultra cliché justement, enfin pour renforcer l'amitié tout ça, et ben il y a juste le moment où Superman, qui est bébé encore et qui pleure parce qu'il a perdu sa planète, tout ça, il y avait une certaine émotion. Et Crypto, pour le consoler, était là quoi. Et ça m'a assez ému. J'avais presque la larme à l'œil, mais dans le mauvais sens du terme. Pourquoi? Parce que Dwayne Johnson profite de ce côté très cliché émotionnel pour nous avoir dans son film quoi. Dans son film plein de facilité, tout ça, sur lequel je reviendrai justement, même en tout cas sur l'univers d'ici et de ses super-héros en général. Mais c'était de la fausse émotion, j'ai envie de dire. Comme si je m'étais fait piéger, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait de Johnson, c'est de nous émouvoir avec de la merde, du truc ultra cliché, en mode ouais, Superman bébé il pleure, en fait c'est le chien Crypto qui va le consoler. Parce que c'est Dwayne Johnson qui le console tout ça. Pardon? Pardon, DC Dwayne Johnson? Vous foutez notre gueule à ce point? Vous avez encore rien vu, hein. Pardon pour la qualité là maintenant, c'était en petite intro, puisque j'avais pas pensé à le dire dans la vidéo, mais vous en saurez plus dans la vidéo. Puis de toute façon, j'ai dit que c'était des vidéos spoil, enfin, ça pouvait la vidéo maintenant. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette véritable vidéo de la chaîne, quoi, parce que je ne suis pas devant mon putain d'ordinateur à la con, où c'est très mal filmé, où le son est nul à chier, avec un micro qui ne marche pas de base, dans certaines circonstances. Et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va parler eh ben de ce cher petit bonhomme que vous voyez là, que vous voyez juste là. Je pense que vous le voyez bien. Bon, d'accord. Ce petit bonhomme là, on va en parler pendant très longtemps dans la vidéo. Mais tout ça pour dire que bienvenue dans cette vidéo spéciale où il sera question d'une comparaison entre pratiquement les deux plus gros films d'animation pour enfants de l'été 2022. Et on va essayer de savoir ce qui marche dans un film d'animation pour enfants et ce qu'on ne doit pas faire dans ce genre de film. Et il y aura une petite surprise par rapport à un dernier film d'animation dont je parlerai en fin de vidéo, un film bonus tout simplement. Et bah je pense qu'on peut commencer la vidéo. Et le premier film cité sera Crypto et les super animaux, ou en version originale d'ici, League of Super Pets de Jared Stern et de Sam Levin. Suivi aussi de ce film-là, des studios Illumination du coup, Les Mignons 2, Il était une fois Gros, de Kai Balda, Brad Blesson et Jonathan Delval. Et ben je pense que maintenant on peut parler de DC League of Super Pets. Ou en français, Crypto et les super animaux. Hein, voilà. Alors, pour commencer à faire une véritable critique sur Crypto et les super animaux, alors que dire? Alors, je vais être très franc tout de suite avec vous. Euh, déjà, dès que j'ai su que c'était produit par The Rock, tu sentais que ça allait être le divertissement basique, popcorn, merdique ou possible, avec facilité tout ça, avec le moins d'ambition possible, le plus convenu des films familiaux, on va dire, à Hollywood. The Rock est le maître là-dessus, on le sait tous, j'arrêtais pas de le répéter dans mes autres vidéos, on le sait tous. Vous en avez la preuve de ce que je pense de The Rock, pratiquement. Tout ça pour dire que quand ça tourne un divertissement convenu, un film cliché pour enfants, voilà quoi. Et c'est pour ça que 15 minutes après le début du film, ça m'est jamais arrivé pour un seul film d'animation de toute ma vie, je me suis barré de la salle. Parce que à ce moment-là, je me suis dit, ok film, tu te fous de ma gueule, moi je me casse, va te faire enculer. C'est exactement ce que je me suis dit, et ça m'est jamais arrivé pour un seul dessin animé. C'est fou quand même. Et ça c'est par rapport à Batman. C'est par rapport à lui, d'accord? C'est par rapport à lui. Littéralement. Je vous le dis, mais littéralement. Littéralement. Par où commencer?
Ah bon, déjà, c'est l'histoire de Superman avec son chien Crypto. Hein. Déjà, le concept, hein. Un chien pour Superman, ça n'a aucun sens. C'est dénué de logique, c'est tellement pur de stupidité, tout ce que tu veux. Un chien Superman, ça n'a aucun sens. Déjà, je trouve ça ridicule. Hein, donc, j'ai Superman qui essaie avec son chien de forcément vivre leur vie de super-héros, tout ça. Mais quand Superman est en couple avec Lois Lane, forcément, il y a Crypto qui va être jaloux et tout. Nanani, nanana, ça va être des scènes ultra clichés du genre ah, mon maître me laisse tomber pour Lois Lane, nanani, nanana. Oh putain, je me sens tellement seul. Comme l'ego de Zoro qui a pas envie que ses fans s'éloignent de lui, du genre ah, restez mes fans, s'il vous plaît, nanana, je suis Zoro, je suis le plus beau gosse, je suis le plus badass, j'ai des gros muscles. Regardez tous les biscottos que je me suis fait pour Black Adam. Il y a très longtemps sur Twitter, genre j'en avais fait un tweet, je me moquais de Dwayne Johnson et de son idée de se faire le plus de muscles possible, parce que c'est vrai que de base les super-héros n'ont pas besoin d'être ultra bodybuildés, comme un Schwarzenegger, c'est ridicule. Déjà que c'est des super-héros et qu'ils ont déjà des super pouvoirs. Bon, après, disons que c'est une façon de faire aussi pour montrer leur puissance, tu vois. Même bien que c'était plus que qu'autre chose. Hein. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai lu les Spawn, hein, et je suis fan de Spawn pour vous dire. Mais c'est un autre débat. Enfin voilà, ça montre vraiment les goûts de Wade Johnson. Et genre, t'as une Justice League avec des animaux, enfin, plus merdique. Donc c'est ça en gros Warner et DC. On n'a jamais eu de film Justice League de Zack Snyder, face au Snyder Cut, le film de base. Mais par contre, on a un film de merde de dessin animé sur des animaux qui se prennent pour la Justice League. Ah bah à la place on a ça, il n'y a aucun souci, il y a aucun souci, littéralement, aucun souci. Et je vais quand même parler de la scène post-générique. Hein. Oui, vous vous en doutiez, c'est du spoil. Je le mettrai en titre de vidéo. C'est très drôle parce que c'est très très marrant. Parce que parce qu'il y a Black Adam de la scène post-générique doublée par le doubleur de Dwayne Johnson, donc forcément par The Rock dans la version originale. Euh, donc oui, Black Adam qui en fait papote avec Superman et qui vient avec son chien Black Adam voler le jouet de Crypto, ça n'a aucun sens. Déjà qu'on nous montre même pas le visage de Black Adam en dessin animé, putain. Dwayne Johnson ne nous offre même pas ça, c'est ça le truc. Et je vais revenir sur un truc quand même, hein, parce que j'avais fait une fausse prise avant, mais là, j'ai bien les idées en place. Quand même, je préfère le préciser, Dwayne Johnson ne voulait pas que son personnage ne voulait pas jouer dans le premier Shazam. Il a demandé au studio de ne pas apparaître dans le premier Shazam. La putain de ta mère. C'est le plus grand ennemi de l'histoire du personnage de Shazam de chez DC. Il veut pas jouer dans son film pour le premier. Et forcément, on a un divertissement fade, cliché, familial, mou du cul, presque l'esprit Marvel, ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Et si Black Adam était là on aurait eu du DC, littéralement. Mais c'est ce que Dwayne Johnson voulait, c'est oh non, je produis un film Shazam, tout ça, pour faire genre, ouais, c'est un film familial, tout ça. Mais je vais pas jouer sur les attentes sur mon personnage, hein, parce que je vais faire en sorte que mon Black Adam, ça soit un anti-héros, pas un super vilain. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Donc le mec est conscient que son personnage a été écrit comme ça, mais il en a tellement rien à foutre parce qu'il veut jouer les héros, forcément. Et ça se sentait dans sa scène pas générique, justement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'allais à la salle, j'attendais que le film se termine, mais là je tombe sur la scène post-générique avant le début de ma séance, parce que j'en avais rien à foutre, je savais à quoi m'attendre, parce que Dwayne Johnson, tout simplement, qui préfère être le beau gosse, le sauveur du monde, comparé à Vin Diesel, vu qu'il est plus subtil que ça, c'est sûr. On va pas se le cacher 5 minutes. Mais voilà, Dwayne Johnson, il a fait exprès de tuer son personnage, et justement, on va vraiment parler en profondeur du film, parce que déjà, les blagues, les répliques. Enfin non, déjà, Superman dans sa pire caricature du genre ah waouh, je suis un peu prétentieux, t'as vu? Oh là là, voilà, je suis Superman, je suis le meilleur et tout. Je fais aussi des blagues du genre hé, salut madame, hé bébé, je vous ai sauvé la vie, allez, je me casse, salut. Des blagues gamines comme ça, ultra clichés, que même les Millions 2 n'ont même pas osé faire, parce que ce qui marche dans les Millions 2, je vais y venir,
C'est vraiment flagrant. Et la différence entre un film d'animation pour enfants qui assume son concept rigolo avec un côté mature à la fois et réfléchi, comparé à un film comme Crypto, qui assume en fait le côté très gamin et le côté côté même pas nuancé, côté sans subtilité quoi, j'ai envie de dire, sans subtilité. Et ça me casse les couilles, ça me casse littéralement les couilles, j'ai envie de dire. Putain. Donc pour revenir sur, bah, il y a déjà, déjà les doubleurs français. Muriel Robin, ok, elle se débrouille bien. Soprano, je le reconnais, je l'ai à peine reconnu, ça faisait bizarre, littéralement. Mais par contre, Denis Brognard en Lex Luthor, ça sent que c'est lui, hein, largement. Et même ses répliques, à un moment, elles sont ridicules. Et en plus, on reprend le concept débile de Lex Luthor avec une armure pour affronter Superman. C'est ça. Dwayne Johnson n'a pas compris ce qu'il faisait. Il a pris des Yes Man pour faire un film d'animation d'ici pour concurrencer Spider-Verse. Je suis désolé, mais Spider-Verse. Moi je vous dis, hein, moi je vous dis, les mecs, si Crypto fait plus d'entrées, fait plus de box-office que Spider-Verse, alors là ça va être un coup de gueule assuré, ça moi je vous le dis largement. Parce que là c'est pas possible. Là c'est vraiment pas possible. C'est inacceptable, j'ai envie de dire. C'est comme autant inacceptable qu'un film sur le 13 novembre réalisé par le réalisateur de Bac Nord avec Jean Dujardin, le film Novembre avec Jean Dujardin. C'est fou, c'est aussi frustrant, c'est aussi insultant et irrespectueux et scandaleux que ce film-là, Novembre, qui est en fait nommé hors compétition à la Cannes en 2022 et pas nommé en tant que en compétition, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que vous vous dites que c'est un respect pour les victimes, que le film ne doit pas être en compétition, sinon on serait obligé de le juger parce que c'est le 13 novembre? C'est des conneries tout ça. C'est des conneries parce que on sait tous que c'est un film qui peut remarquer, qui mériterait autant de prix, forcément. Mais je reviendrai plus là-dessus en débat. Parce que là, j'étais obligé d'en parler là maintenant parce que quand même, c'est important tout ça de revenir sur des trucs comme ça et régulièrement. Là, j'ai vu récemment, la bande-annonce a été à peine mise sur internet. Je voyais le panneau hors compétition Cannes. J'ai trouvé ça scandaleux, j'étais obligé d'en parler. Mais je reviendrai plus sur une autre vidéo à l'avenir. Patience. Patience. Mais ouais, en gros, ce que je disais sur Dwayne Johnson, c'est que, ouais, pour revenir sur les personnages, déjà le concept d'armure de Lex Luthor, et Lex Luthor qui dit ah, super armure, super armure, elle m'a coûté au moins des milliards. Ah, c'est ça. J'espère qu'elle est efficace cette armure, elle m'a coûté des milliards. Donc c'est ça, on assume le côté cliché, stéréotypé des personnages d'ici, même pour Wonder Woman du genre, je suis Wonder Woman, montez dans mon avion invisible et attachez-vous avec les ceintures, elles sont invisibles. Pourquoi? Et aussi, alors là, c'est pile l'intro où la Justice League débarque pour arrêter la météorite à un moment au début du film de Lex Luthor. C'est genre Aquaman qui débarque avec son nouveau. Alors, déjà, Aquaman qui contrôle l'eau maintenant, comme Vera, sa femme. Ça ne sort de nulle part. C'est même pas expliqué de base. Enfin, non, on te le fout comme ça. Et genre, t'as un Aquaman qui dit ah, je suis Aquaman. Mais en fait, c'est un robot. C'est un Aquaman noir. Et t'as aussi. Et forcément, t'as Aquaman noir qui débarque avec Cyborg avec une coupe afro disco des années 70 complètement ridicule, mais qui colle pas du tout au personnage, qui le rend ringard au possible. Oh là là. Et encore. Et encore, je suis pas allé en détail sur ce crypto et sur ses relations avec les chiens et sur les incohérences qu'il y a avec ça. Enfin, c'est. Waouh, putain. En fait, c'est ça. On se moque d'un univers pour enfants, d'un univers de super-héros. D'ici, on se moque d'un univers, on ne l'assume pas. On n'assume pas ce qui a été fondé avant, quoi. Ce qui a été canonisé avant, j'ai envie de dire. Et puis, le clou du spectacle, Batman. Alors, quand ils ont arrêté Lex Luthor et la Justice League de mon cul, là, t'as genre, avec Wonder Woman qui est plus en mode catcheuse, voilà quoi, comme Don Johnson, il était avec une catcheuse, mais ça. Regarde. Genre Superman se fait lécher par Crypto, hein, par sympathie, tout ça, parce que ouais, ils ont gagné contre le gros méchant et tout. Et là, t'as un moment Batman qui dit euh, la scène est encore plus ridicule, mes parents me manquent. D'un air constipé en mode. Comme là où j'en suis maintenant, moi. Comme moi, genre, mes parents me manquent. Alors, je vais faire très simple avec Batman.
Batman a eu plusieurs versions dans son histoire, certes. A eu plus ou moins de retard dans son histoire. Pour le plus grand des super-héros de base, objectivement parlant. Il a eu différentes versions au cinéma, certes. C'est passé du sombre, du drôle, du sombre, du drôle. C'est du drôle, ça a été c'est la roue infernale à chaque fois pour chaque personnage à Hollywood. Côté dark, côté fun, tout ça. C'est le cycle d'Hollywood pour les personnages comme ça. Pour les super-héros du moins. Spider-Man, Superman, bien sûr. Et justement, le problème, c'est que Batman, même si ces films Batman et Robin et Batman Forever étaient assez ridicules, au moins ils avaient une identité. Ils avaient un côté kitsch, ils avaient une version de Batman. Mais ils ne trahissaient pas pour autant le lore de Batman, le fond de Batman. Le fond de l'histoire de Batman. Même s'il y avait le côté ridicule, le côté kitsch, notamment dans Forever et Robin. Et pourtant, Michael Schumacher avait essayé de comprendre Batman, j'ai envie de dire. Littéralement, bien que les films soient ridicules. Même avec mais il y a aussi les côtés sombres de Burton, de Nolan, bien sûr, de Zack Snyder. Je ne vais pas compter le Justice League, le film de Joss Whedon, merci. Mais voilà quoi. Et le film Lego Batman, bien sûr, pour remettre en question Batman, mais en respectant le mythe de Batman, j'ai envie de dire. Mais là, en fait, c'est Batman dans une blague. En fait, quand il voit Crypto et Superman, je sais pas, quand il voit Crypto, il lécher son Superman, et quand il trouve la scène ridicule, ce qu'il voit ridicule, il dit ah putain, mes parents me manquent quand même, c'est chaud qu'il soit mort, c'est tellement dommage. Mais en fait, c'est ça, un côté aussi dramatique sur la mort de ses parents, Batman, parce que c'est ce qui a forgé son mythe. Bruce Wayne a vu ses parents se faire assassiner quand il était petit, et pour leur rendre justice, pour les rendre hommage, il a décidé de devenir justicier de Gotham pour sauver d'autres vies, pour plus qu'il y ait ce genre de meurtre qui recommence avec d'autres personnes, même d'autres enfants, je sais pas. C'est pour ça que Bruce Wayne est devenu Batman. C'est pas un riche qui fait c'est pas le mec cool déguisé en chauve-souris à qui on en fait une peluche quoi pour Crypto le chat de Superman et qui fait des blagues hors contexte. Enfin n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Même dans les bandes annonces, on le ridiculise en disant j'ai perdu mes parents et le chien et son gros chien entre grosses guillemets quoi, joué par Kevin Hart, acteur de merde, euh, qui dit ouais moi j'ai été séparé de ma famille et j'ai été dans une fourrière. On prend même pas au sérieux Batman putain, on prend même pas au sérieux les personnages d'ici. Mais on ne les prend même pas au sérieux, on ridiculise ce qu'ils en font, leur mythe, ce qu'ils en font, leur fond, tout ça en tant que personnage attachant. C'est incroyable ça, putain. C'est ahurissant. Excusez-moi, je vais encore boire justement. Ah putain, pardon. Ah putain, excusez-moi. Ah putain. N'importe quoi, j'ai envie de te dire. N'importe quoi. Et là, c'est pile au moment où je me suis dit, film va te faire foutre, tu te fous de ma gueule, je me casse de la salle. Même, même j'ai envie de dire, l'âge de glace 5, bon, je suis resté jusqu'au bout parce que c'est l'âge de glace quand même, mais même l'âge de glace essayait un minimum, mais très maladroitement, de rendre hommage au premier film, je sais pas, mais au moins l'animation était cool. Et l'animation était vachement cool. Là où c'est. Là où tu sens que dans l'animation de Crypto, l'animation est plate, et les femmes sont des bimbos, sont forcées à être des bimbos bien dessinés. Euh, et puis. Et puis t'as aussi t'as aussi les autres dessins quoi, qui sont pas top. Crypto que je trouve ridicule. Trop cartoonesque quoi. Même pas trop cartoonesque, enfin si trop cartoonesque justement, qui ont pas un certain réalisme et qui s'amusent des gros clichés de super-héros. Hein, bon bah maintenant on va comparer avec Les Mignons 2, tout simplement. Alors, Les Mignons 2, ce qui est très intéressant avec Les Mignons 2, il était une fois gros, c'est que comparé pour moi à Moi Moche et Méchant 2 et 3, c'est qu'on retrouve vraiment l'esprit Moi Moche et Méchant, c'est-à-dire la satire du méchant, j'ai envie de dire. C'est comme ça que je l'appelle. Là, on retrouve vraiment Gros qui gamin, essaye de devenir vilain, fait des saloperies, et essaye de jouer les méchants en volant en plus au plus gros méchant, la plus grosse bande de méchants au monde, quoi, dans le film, au Vicious Six, voilà.
On retrouve un gros qui est très méchant, qui fait des tours du genre avec c'est mignon du genre il met une sorte de boule de paix dans la séance des temps de la mer, il va voir le film après et tout le monde se casse de la salle, c'est trop marrant, ça mourir de rire. Enfin déjà, juste une parenthèse, commencer un film Moi moche et méchant, film Mignon 2 par du Earth, Wind and Fire, du Shining Star de Earth, Wind and Fire pour lui, il nous ancrait dans les années 70, parfait les mecs. Et Kai Baleda qui a réalisé le film, parce que c'est très bizarre d'ailleurs, mais je vais y revenir. Il a fait quelque chose de très intéressant alors que dans Moi Moche et Méchant 3, je sais pas ce qui s'était passé littéralement. C'est le pire film de la saga. Et que même le 2 m'a vachement déçu quand même. C'est un autre débat. Revenons quand même sur le côté satire. Gros, en fait, il tire sur des gens avec de la crème fromage, tout ça pour les neutraliser, pour voler de la glace et ensuite pour embêter des sportifs en les narguant avec la glace, tout ça. On retrouve le Gros d'avant. Pas le gentil Gros qui est un peu timide, tout ça. Et bon, parfois il est gentil avec les mignons, mais c'est malgré lui, tu vois quand il dort avec eux. Enfin voilà, il, enfin, c'est gros avec ses mignons, c'est respecter la relation. Et même comment le scénario a été détourné, tout ça, avec Gérard Darmon, le personnage de Gérard Darmon de Will Carnage, et même la relation qu'il entretient avec Gros, de Je t'aime moi non plus, au moins il reste fidèle à leur méchanceté, tu vois ils en restent fidèles, et ils s'aiment par rapport à ça, en tant que admirateur pour Gros, et en tant que modèle paternel, je veux dire, pour le Carnage, mais toujours dans l'esprit satirique de moi moche méchant, dans le côté blague, tout ça, et même les mignons, tout ça, ils sont. C'est vous qui est trois sous-intrigues, dont la récupération du talisman, le groupe qui s'est fait capturer par le Carnage, les mignons qui essayent d'aller à San Francisco pour le libérer. Enfin voilà, j'ai envie de dire, ça marche, c'est concis, c'est pas des facilités scénaristiques, ça respire, ça dure 1h30, voilà pour ce que ça est. Et en plus, il y a des clins d'œil aussi aux autres films là, même au deuxième film, qui marche très bien cette fois-ci, avec les personnages qui sont bien écrits cette fois-ci. Genre l'agence de vigilance du Lynx, on voit des agents, même le directeur dans le film, c'est bien créé tout ça. C'est monté de façon intelligente. Parce qu'on est dans un monde où on assume que on est dans un monde de vrais méchants, dans l'univers de moi moche et méchant, pardon, et l'univers est respecté, voilà. Et même les références aux autres films que j'avais détestés, elles sont bien utilisées, vraiment à bon escient. Mais j'aurais voulu que ça soit le même impact, clairement, pour le 2 et le 3, j'ai envie de dire. Bien que les Mignons 1 m'avait beaucoup plu, quoi, mais que ça faisait un peu trop mignon parfois. Et, mais en même temps, pas un peu trop mignon, j'exagère. C'est un film sur les mignons en même temps. Euh, mais voilà, il y avait juste mignon entre Gros et les mignons dans dans ce Mignon 2. Il était une fois Gros qui a notamment été rappelé par certains comme le Moi Moche et Méchant Origins. Ce qui est pas faux d'ailleurs. Mais voilà, l'animation est encore plus belle et encore plus impressionnante et encore plus marquante. C'est très coloré, c'est très fun dans les bastons, c'est parodique au possible. Euh, c'est attachant, les personnages sont vachement attachants, même pour des méchants, c'est vachement attachant pour Louis Carnage et au moins pour Gros, alors que ils font des, alors qu'ils ce sont des méchants, mais qui se respectent quoi. Voilà quoi. Et les blagues des mignons sont bien utilisés à bon escient et ils marchent bien. Et en moins, il y a une cohérence avec l'univers. Il y a une cohérence avec le côté sérieux, le fond sérieux de moi moche et méchant, côté méchant tout ça, et il y avait avec une certaine moralité qui en ressort. Pas un truc niais du genre ouais, l'amitié c'est trop bien dans Crypto. Non, non, non. Dans Moi j'ai méchant 2, enfin, pardon, les Mignons 2, ce qui ressort c'est un message du genre tu dois toujours compter sur les autres pour réussir, sur des gens de confiance qui croient en toi. C'est ça le message du film. Ça a été ça le message du film. Que tu sois méchant ou pas, ça revient au même. Et ça, c'est très intelligent de la part des auteurs d'avoir pensé à ça, d'avoir recompris ce qu'était moi moche et méchant. Déjà que Kyle Baida, j'avais des doutes sur lui parce que c'était moi moche et méchant de sa part, qui était une grosse merde, littéralement. Mais je pense que Kyle Baida, il a fait quelque chose de vachement intéressant. Enfin, justement, quand je disais, pour ce que je disais tout à l'heure, Kyle Baida, il a été cité au nom du générique que en tant que réalisateur seul. Mais apparemment, il y en a eu deux autres qui ont fait le film. Donc j'ai pas trop compris pourquoi, où ça sortait tout ça, et que pourquoi, pourquoi il y avait que Kyle Baida de cité, mais j'ai envie de dire, excusez-moi,
Enfin voilà, j'ai envie de dire, il y avait une certaine cohérence, j'ai envie de dire, et voilà. Et je pense que c'était surtout les producteurs chez Illumination qui avaient décidé d'adoucir Gru dans le 2 et le 3 avec son amourette, sa love interest de Lucie là, qui était sans intérêt, sans personnalité, vide au possible. Enfin, ça m'avait vraiment fait chier, littéralement. Et même les Minions sont aussi bien utilisés dans le film Les Minions 2 que Gru, quoi. Et ça c'est une vraie réussite. C'est pour ça que, en fait, ce qui doit marcher dans un film d'animation, c'est que le message et que le film doit parler à tous les gens de tout âge, quoi. Je parle pas de programmes spécifiques pour enfants, pour bébés, comme Teletubbies ou Les Bonnes Nuits les Petits. Je parle surtout d'un truc de dessin animé qui pourrait parler à tout le monde. Littéralement à tout le monde. Pas des trucs niais où on favorise le côté enfantin, mais on le renforce ça en mode ouais, t'as vu, c'est gentil tout ça, nanana, sans le mettre dans une zone de confort à l'enfant. Faut que l'enfant soit un peu brusqué, tu vois. Faut que l'enfant puisse apprendre à grandir, à réfléchir par lui-même et apprendre à mûrir, notamment avant chez Disney, hein. Le Royaume, très bon exemple. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Même l'âge de glace, même le DreamWorks qui s'adresse à tous les publics, hein, surtout l'humour de Shrek, surtout les Shrek avec leur humour atypique, j'ai envie de dire. Enfin, voilà. Pour moi, un film d'animation, c'est censé parler. Pour un film d'animation pour enfants est censé aussi parler aux adultes qui ne se vont pas chier à voir un film cliché pour enfantin de crypto, quoi, j'ai envie de dire. Je pense pas que Dwayne Johnson a eu l'idée de se dire que Crypto c'était un film 100% pour les enfants. Je pense qu'il voulait surtout ridiculiser DC parce qu'il ne comprend pas DC justement. Parce qu'il ne comprend pas DC. Pardon pour ma voix, mais parce qu'il n'en comprend pas le fond, il veut en faire ce qu'il veut, quoi. Il veut, euh, il veut se prendre pour le meilleur, quoi. Enfin, il est de l'ego, quoi. Il est de l'ego. Ouais, ouais, ouais. De la grosse égo, effectivement. Comme quoi. Bon, eh bien maintenant je vais passer à une toute autre vidéo, une toute autre vidéo, n'importe quoi, à un tout autre film. Ce fameux film d'animation qui est en train de rendre hystérique tous les fans de ce fameux manga, le plus au monde en plus, dont on est le deuxième pays à le lire le plus, quoi. Bien que je déteste, bien que j'ai décroché il y a très longtemps de ce manga, que je déteste l'univers de base, qu'il y a trop d'intrigues, trop de personnages et que c'est imbitable, bien que je peux comprendre pourquoi l'univers peut intéresser les gens, avec un côté cartoonesque, tout ça qui marche bien, un côté ultra cheaté dans les combats qui peut bien me défoncer, bien que je trouve que DBZ s'en sort mieux et que DBZ c'est plus une meilleure référence pour moi, mais que je suis pas curieux de voir ce qu'il y a après DBZ, hein, heureusement, du moins pour mon cas. Et bien ce film en question dont je vais parler, il s'agit de One Piece Film Red de Goro Taniguchi. Car oui, parce que One Piece Red, One Piece Film, enfin One Piece Red, et bah c'est un film dont je suis pas fan, mais que j'ai bien aimé, que j'ai beaucoup aimé en termes de divertissement, bien que j'ai été un peu largué sur certains éléments du manga que j'ai raté justement depuis ces nombreuses années, justement. Mais au moins, mais au moins, c'est vrai que il y a une vraie adoration de son univers, Ishiro Oda, que le réalisateur du moins a bien compris comment retranscrire son univers, qu'il y a de l'écriture à la One Piece qui respecte bien l'univers, que les personnages sont toujours autant attachants, que j'ai retrouvé les personnages que j'avais pu vraiment bien apprécier quand je regardais l'anime avant, et leur humour est toujours là, quoi, et ça fait toujours bien de voir d'aussi jolis dessins, d'aussi très bons dessins pour la plupart, quoi. Bien qu'il y ait des effets, il y a des animations 3D qui sont un peu ratées, mais voilà, c'est très coloré, c'est très fun, les musiques m'ont vraiment marqué, hein. Il y a, la BO m'a vraiment marqué, littéralement, dans tous les styles de K-pop, dans tout ce que tu veux. Elle est impactante, j'en avais presque des frissons. Ah, je vous jure, hein, j'en avais des frissons, c'est fou ça. Sur One Piece, alors que One Piece pour moi c'est genre le pire manga du monde, pour moi c'est un autre débat, d'accord. Mais c'est cool dans les commentaires, si je mets les commentaires. Mais en tout cas, ouais, One Piece je m'accrochais pas parce que c'est trop compliqué à suivre. Après, les personnages, je n'étais pas spécialement fan, mais après, quand j'ai vu One Piece Red, j'ai compris que les personnages étaient plus attachants que ça, étaient moins clichés que ça, et que c'était plus que des combats, gros combats et de jolies filles en bikini de paires de nichons en dessin, j'ai envie de dire.
C'est plus que ça, One Piece, et heureusement d'ailleurs. Mais je pense que le côté beauf de One Piece, c'est tout ce que les gens retiennent en France de ça. Dont l'hystérie à Marseille pour l'avant-première, qui était du grand n'importe quoi, et du Grand Rex à Paris, qui soit plus contrôlé, mais ça c'est un autre débat, encore une fois. Bref, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que c'était très impressionnant, les dessins sont sublimes, pour la plupart sont magnifiques, la musique est très bien, encore une fois. Il y a des combats ultra cheatés, ça va tellement loin, mais tellement loin. Et moi je vous dis les mecs, si vous êtes fan de One Piece et que vous aimez pas ce film, vous avez un pète au casque. Pardon les mecs, mais moi qui dis que j'aime pas One Piece, mais moi qui n'est pas du tout fan de One Piece de base, mais vous qui êtes fan de One Piece, si vous trouvez que le film est pas bon, vous avez un putain de pète au casque, excusez-moi, faut aller voir quelqu'un, faut littéralement aller voir quelqu'un. Et encore, j'étais allé voir ce film par curiosité pour voir si l'univers allait me raccrocher, quoi. Si j'allais raccrocher à l'univers. Mais bon, j'ai raté quelques éléments d'avance, c'est un peu con, mais c'est pas grave. Enfin, il y a un vrai dynamisme, clairement, dans ce film-là. Le doublage japonais, parce que je suis allé voir en japonais, heureusement, même pour les musiques, c'est incroyable. C'est ça te marque littéralement. C'est l'éclate. Et en plus, t'as un générique de fin. T'as tous les anciens personnages des aventures de Luffy et de son équipage qui écoute Uta, justement son amie, fille de Shanks. C'est un bel hommage réellement pour les 25 ans du manga. C'est un MacGuffin, hein, littéralement pour les fans. Et je suis resté jusqu'au bout du générique, hein, parce que c'est tellement beau à voir. Et avec Luffy qui balance sa fameuse réplique, le roi des pirates ce sera moi, c'est cool, c'est impactant. Non, vraiment. Et ils ont détourné certains trucs, tout ça. C'est vachement bien écrit en plus. C'est vachement bien écrit. Tu as des choses auxquelles tu t'attends pas. Tu as tellement de révélations encore et encore et encore. Ça marche à tous les coups. Et ouais, je pense que les fans de One Piece vont être vraiment ravis. Si vous êtes fan de One Piece, si vous le faites découvrir à votre enfant, et si vous n'êtes pas perdu par l'animé, tout ça, où ils en sont à plus de 1000 épisodes déjà, bref, allez voir ce film-là. Vous allez prendre un pied monumental. Littéralement. Mais moi je vous dis, One Piece, j'ai suivi pendant très longtemps jusqu'à la fin de l'île des hommes poissons, j'ai envie de dire. Jusqu'à cet épisode-là. Et j'ai pas vu forcément la période où Jinbei a intégré l'équipage de Luffy, mais voilà quoi. Après, juste un petit débat, une série One Piece Netflix en live action, et Shiroda qui accepte. Faudra peut-être s'attendre au pire les mecs. Moi je vous le dis franchement. Bon, voilà. C'était une vidéo spéciale comparaison de dessin animé comme prévu, comme je l'avais dit. Sur ce, passez de bonnes fins de vacances, si vous êtes encore en vacances. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous. さあ握る手と手光の方へみんなの夢は私の幸せきっとどこにもないあなたしか持ってないそのぬくもりで私は最強でも私が歩けば正解わかってるけど引くに引けなくてさ無理はちょっとしてても鼻に蜜はあげたいわそりゃバシャイことしなきゃ腐るでしょ期待には応えるの時代今はただ待ってるで笑顔ね繰り返してる魂にがみ火を灯す準備はできてるの急いだ最高さあ怖くはない不安はない私の想いは
は最強さあ握る手と手光の方へみんなの夢は私の願いきっとどこにもないあなたしか持ってないその弱さが照らすの最愛の日々忘れぬ誓いいつかの夢が私の信仰何度でも何度でも言うわ私は最強